merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Génocide sioniste à Gaza, 4 Palestiniens tombent en martyrs dans une frappe des forces sionistes à l'ouest de l'enclave palestinienne. Dans sa riposte à une énième tentative désespérée visant à ternir la réputation de l'armée nationale populaire et à salir l'image éclatante de l'Algérie au niveau régional et international, le MDN répond aux campagnes de propagande ignobles, aux rumeurs et aux informations mensongères. Le Soudan toujours à feu et à sang, un nouveau bombardement des forces de soutien rapide fait plusieurs victimes dans le nord du Kordofan. Les habitants de la région d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, préoccupés par le regain de tensions et de violence, ils disent craindre le pire malgré l'accord de cessez-le-feu signé aux États-Unis. Et dans notre dossier gare en Ukraine ce soir, une attaque aérienne de grande envergure imputée à la Russie sur Odessa fait au moins 2 morts. Bienvenue à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition avec le bilan des victimes du génocide sioniste qui se déroule à Gaza depuis le 7 octobre 2023, un bilan qui a atteint à ce jour les 70 654 martyrs, en majorité des femmes et des enfants. Rien que durant les dernières 24 heures, les dépouilles de 3 martyrs ainsi que 16 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza. Et au moins 4 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce samedi lorsqu'un drone des forces sionistes a visé un véhicule à l'ouest de Razzaville. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les ambulanciers et les secours se sont précipités sur les lieux pour évacuer et transférer les victimes vers les hôpitaux. L'hiver est rude en Palestine, au moins 13 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza par la tempête hivernale qui a touché la région. Entre mercredi et vendredi, les pluies et vents violents ont détruit des tentes qui abritaient des familles déplacées. Parmi les victimes, on compte 3 enfants morts d'hypothermie, tandis que d'autres ont été retrouvés sous les décombres de maisons détruites, elles aussi par les intempéries. Amel Améziane Sitouni. Ils vivent désormais dans des tentes inondées. La bande de Gaza a été balayée par de violentes tempêtes et un froid intense, plongeant les déplacés palestiniens dans des conditions de vie extrêmement difficiles et précaires. Le bilan des victimes s'élevant à au moins 13 morts, dont 3 enfants. Les conditions météorologiques qui frappent Gaza sont extrêmement violentes. On parle d'effondrement d'habitations et de la destruction totale de plus d'une douzaine de bâtiments. Des dizaines d'autres bâtiments se sont partiellement effondrés, ce qui explique les 13 victimes que nous déplorons. Plus de 90% des tentes des habitants de Gaza sont complètement inondées. Au moins 13 maisons se sont effondrées à travers les gouvernorats de la bande de Gaza, ces maisons ayant déjà été bombardées par l'occupation israélienne. Plus de 27 000 tentes abritant des personnes déplacées ont été emportées ou inondées. Les déplacés palestiniens ont subi de véritables épreuves quand leurs tentes ont été balayées par les vents et les pluies torrentielles. Parmi eux, Hiba El-Yazdi, qui raconte son cauchemar. Nous avons été inondés, c'était comme une vague gigantesque. Je suis restée dans notre tente la nuit avec ma fille. On aurait dit une piscine, l'eau affluant de toutes parts. Depuis mercredi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je vous jure, on a étalé nos matelas pour les faire sécher. Et maintenant, il va pleuvoir à nouveau. 1,5 million de déplacés vivant dans des tentes et des centres d'hébergement de fortune sont touchés par ces dernières intempéries à Gaza, à côté des systèmes d'assainissement et de santé qui ont été fortement touchés, aggravant ainsi la détresse des Palestiniens.
Et ce chiffre tragique à retenir, 1092 patients sont tombés en martyrs entre juillet 2024 et le 28 novembre dernier dans la bande de Gaza alors qu'ils attendaient une évacuation médicale après 2 ans de génocide sioniste. C'est ce qu'a déclaré vendredi Rick Piperkron, représentant de l'Organisation mondiale de la santé dans les territoires palestiniens occupés. Citant les autorités sanitaires de Gaza, il a estimé que ce chiffre était probablement sous-estimé et pas entièrement représentatif car basé uniquement sur le nombre de décès signalés. L'OMS appelle davantage de pays à accueillir les patients de Gaza et reprendre les évacuations médicales vers la Cisjordanie, y compris El-Quds Est. 18 des 36 hôpitaux de Gaza et 43 des centres de premiers soins fonctionnent partiellement, tandis qu'il y a une grave pénurie de médicaments essentiels et de fournitures médicales nécessaires, notamment pour le traitement des maladies cardiaques. Le processus d'entrée des médicaments et du matériel médical à Gaza demeurait inutilement lent et compliqué, malgré une augmentation du taux d'approbation des fournitures entrant à Gaza. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a mis en garde de son côté contre le risque croissant d'épidémie chez les enfants dans la bande de Gaza, appelant à intensifier l'acheminement de l'aide humanitaire, notamment des vêtements et des tentes, compte tenu des conditions météorologiques difficiles. L'organisation a expliqué dans un communiqué sur son site officiel que la situation actuelle menace de plus en plus la sécurité des enfants, avec le maintien du système de basse pression et le retard dans l'arrivée des fournitures de base. Elle a appelé à permettre que l'aide humanitaire, y compris de grandes quantités de fournitures divers accumulées aux frontières de la bande de Gaza, soit transportée en toute sécurité rapidement et sans aucun obstacle. Les contrôles nutritionnels effectués par l'UNICEF et ses partenaires à Gaza en novembre dernier ont montré que 9300 enfants de moins de 5 ans dans la bande de Gaza souffraient de malnutrition aiguë. Bien qu'un cessez-le-feu soit entré en vigueur le 10 octobre, les conditions de vie à Gaza ne se sont pas améliorées. Dans l'actualité également, les autorités iraniennes ont saisi un pétrolier étranger transportant plus de 6 millions de litres de carburant de contrebande dans la mer d'Oman. Le navire intercepté jeudi 11 décembre comptait 18 membres d'équipage originaires d'Inde, du Sri Lanka et du Bangladesh. Selon les médias, l'Iran a arrêté tous les membres de cet équipage. L'Iran qui lutte contre la contrebande de carburant et qui sévit actuellement par voie terrestre vers les pays voisins et parfois par voie maritime vers les États arabes du Golfe. Dans le cadre de la lutte acharnée contre les chefs des réseaux de contrebande de carburant et les principaux trafiquants, hier dans les eaux de la mer d'Oman et sous souveraineté de notre cher pays, un navire étranger transportant plus de 6 millions de litres de carburant de contrebande a été arraisonné par les autorités. Ce navire ne disposait d'aucun document relatif à sa cargaison ou à sa traversée, avait désactivé ses systèmes de navigation et de positionnement et a refusé d'obtempérer aux injonctions des officiers lui ordonnant de s'arrêter. Une plainte a été déposée, un ordre de déchargement a été émis et l'enquête est en cours. Et ce message du ministère de la Défense nationale dans une calomnie flagrante et un mensonge évident et dans une nouvelle tentative désespérée visant à ternir la réputation de l'armée nationale populaire et à salir l'image éclatante de l'Algérie au niveau régional et international. Certains médias et sites internet connus pour leurs orientations qui n'ont de cette profession que le nom n'ont trouvé d'autres solutions que de promouvoir des récits et des scénarios fictifs mal ficelés issus de leur imagination et de celle de leurs maîtres contenant des informations fausses et dénuées de tout fondement concernant la création par l'Algérie d'unités mercenaires opérant dans la région du Sahel pour mener des opérations secrètes. Le ministère de la Défense nationale dément catégoriquement ces informations trompeuses et ces accusations sans fondement relayées par ces sites mercenaires qui servent des agendas malveillants au profit d'entités hostiles à notre pays et qui nourrissent une haine profonde à son égard dans des tentatives désespérées visant à déstabiliser notre nation et à discréditer les institutions de l'État et d'influencer l'opinion publique et qui a désormais pleinement conscience du caractère mensonger
des allégations de ses sources et ne se laisse pas berner par de telles faussetés auxquelles aucune personne censée ne croit. L'Algérie, qui fait partie intégrante de la région du Sahel et partage avec elle le même destin et les mêmes intérêts, ne peut en aucun cas être partie prenante de sa déstabilisation. Direction l'Espagne à présent. Les organisations agricoles espagnoles dénoncent le dernier accord commercial entre l'Union européenne et le Maroc qui inclut les produits provenant du Sahara occidental occupé. Lors d'une conférence organisée au Parlement européen, les organisations espagnoles ont affirmé que cet accord portait gravement préjudice au secteur agricole espagnol car il élargirait la superficie disponible pour l'agriculture marocaine et augmenterait la pression sur les agriculteurs espagnols. Elles ont également souligné que le Maroc continuait d'utiliser des substances interdites dans l'Union européenne, ce qui augmenterait les risques sanitaires et environnementaux liés à cet accord. Sachez également que la police espagnole a annoncé ce samedi avoir démantelé un gang criminel qui utilisait des hélicoptères pour faire entrer clandestinement du hashish dans le pays depuis le Maroc, une opération rare contre le trafic de drogue aérien. La police a saisi l'un des hélicoptères dans un entrepôt isolé ainsi que 657 kg de hashish, 5 armes à feu, de l'argent liquide et des véhicules lors de raids dans les provinces de Malaga, Almeria ou encore Murcie. La position géographique de l'Espagne en Europe en fait un point d'entrée privilégié pour les narcotrafiquants marocains qui continuent de noyer l'Europe et les pays voisins en quantité astronomique de drogue. Au Soudan, les forces de soutien rapide ont bombardé ce samedi l'est de la ville d'El Obeid, capitale de l'État du Kordofan du Nord, dans le centre du Soudan, faisant 12 morts et blessés. Les médias locaux ont confirmé qu'un drone appartenant aux forces de soutien rapide avait bombardé une place près d'un poste de police dans le quartier de Taïba, au sud-est de la ville d'El Obeid, tuant donc au moins 3 personnes et en blessant 9 autres, dont certaines dans un état grave. Le ministère de la Santé de l'État du Gédaref dans l'est du Soudan a annoncé le décès de 256 nouveau-nés et de plus d'une centaine de femmes en couche depuis le début de la guerre dans un contexte d'effondrement sans précédent du système de santé. Le ministère a ajouté dans son dernier recensement que plus d'1 million de femmes enceintes au Soudan manquent de soins primaires et que 176 000 femmes enceintes souffrent de malnutrition aiguë, soulignant que plus de 800 000 femmes allaitantes sont dans une situation nutritionnelle critique et que plus de 45 000 enfants souffrent de malnutrition. Et nous le disions en titre, situation humanitaire préoccupante dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. La région connaît ces derniers jours un regain de tension et de violence, quelques jours à peine après la signature d'un accord de paix sous l'égide de Trump entre le Congo et le Rwanda. Cela fait craindre à la population et aux professionnels de la santé un embrasement régional lourd de conséquences, comme nous l'explique Souhila Kilal. Un balai incessant de voitures du Croissant Rouge transportant ou évacuant des victimes. Certains blessés reçoivent les premiers soins dans les véhicules mêmes, avant d'être orientés vers les unités de soins. Une bombe est tombée sur la maison alors que je portais mon enfant sur le dos. Un éclat m'a touché, je suis tombée, mon enfant que je portais sur le dos a été tué sur le coup. J'ai été évacuée vers Sange et de là emmenée ici à Uvira. Après s'être emparé de Goma en janvier et Bukavu en février, le M23 a lancé une nouvelle offensive début décembre dans la province du Sud Kivu. Il s'est notamment emparé mercredi de la ville d'Uvira, ce qui lui confère le contrôle de la frontière terrestre entre le RDC et le Burundi. Le niveau de violence est tel que les hôpitaux de la région ont vite été débordés, manquant de fournitures médicales pour faire face à ce flux de blessures de guerre. On est vraiment en besoin en termes d'intrants, surtout les médicaments, les compresses, ainsi que les équipements orthopédiques. C'est très très urgent, très alarmant, parce que la situation n'est pas facile.
Qui dit violence, dit forcément déplacement massif de population, ce qui engendre une situation humanitaire des plus inquiétantes. La situation humanitaire dans la zone d'Ouvira reste préoccupante. Elle est caractérisée par des déplacements massifs des populations, des déplacements engendrés par l'intensification des violences armées observées ces derniers jours, mais aussi le dysfonctionnement des services essentiels tels que la Régie des eaux, la SNEL, mais surtout l'inaccessibilité aux soins de santé du fait de la situation sécuritaire dégradée depuis quelques jours. Cette nouvelle offensive du M23 intervient quelques jours seulement après la signature à Washington d'un accord pour la paix entre la RDC et le Rwanda. En Libye, la Haute Commission électorale nationale a annoncé le lancement des élections dans 9 communes dans l'est du pays, une première depuis plus de 10 ans. Lors d'une conférence de presse tenue ce samedi, Abdelhakim Al-Shaab, membre du Conseil de la Commission nationale supérieure des élections, a appelé à profiter du scrutin comme d'une occasion de changement, considérant le processus électoral comme la première étape d'un long cheminement vers la démocratie, dans la mesure où il consacre le principe de la transition pacifique du pouvoir et renforce la participation des individus à la prise de décision. Le processus électoral constitue la première étape d'un lent parcours démocratique. Il consacre le principe de l'alternance pacifique du pouvoir et renforce la participation de l'ensemble des citoyens à la prise de décision. En ce 13e jour de décembre 2025, les électeurs ont choisi l'urne comme arbitre pour désigner ceux qui les représenteront au sein des conseils de communes concernés par cette opération électorale. Tous les centres de vote ont ouvert entièrement leurs portes dans l'ensemble des 9 communes et ces centres, avec toutes leurs stations, sont prêts à accueillir les électeurs. J'invite tous les citoyens à saisir cette opportunité et à ne pas considérer les élections comme un devoir ennuyeux, mais au contraire comme une occasion à investir, une opportunité de changement. Je souhaite bonne chance à tous. La Libye, où le musée national a rouvert ses portes vendredi à Tripoli, après plus de 10 ans de fermeture, offrant au public la possibilité de découvrir, pour certains pour la première fois, les trésors historiques les plus remarquables du pays. Le musée national, anciennement connu sous le nom de Saraya al-Hamra, ou le Château Rouge, a fermé ses portes en 2011 au milieu d'un soulèvement construit dans les années 80. Le musée dispose de 10 000 mètres carrés d'espace d'exposition répartis sur 4 étages, présentant des mosaïques et des peintures murales, des sculptures historiques, des pièces de monnaie, des artefacts datant de la préhistoire et couvrant les périodes romaines, grecques et islamiques de la Libye. Le processus a débuté en 2023 par des travaux d'entretien suivis de travaux de réhabilitation et de développement. Le programme actuel vise à permettre aux écoles de visiter le musée pendant cette période, jusqu'à son ouverture officielle au public en début d'année, si Dieu le veut. Et sachez, mesdames et messieurs, que l'Algérie a été élue vice-présidente de la 21e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO pour l'année 2026. C'était lors de la 20e session ordinaire du dit comité tenue hier vendredi à New Delhi, en Inde. Cette élection de haut niveau se veut une reconnaissance internationale de la place de premier plan de l'Algérie et de ses efforts continus en matière de sauvegarde et de protection du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le professeur algérien Mohamed Hamza Cherif a été élu membre du nouveau conseil d'administration du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels lors de la 34e session de l'Assemblée générale du Centre qui s'est tenue du 10 au 12 ce mois-ci à Rome, capitale italienne. Cette élection est une reconnaissance des compétences Cette élection donc est une reconnaissance des compétences nationales et le rôle de premier plan de l'Algérie dans la protection et la conservation du patrimoine culturel. Elle vient couronner les efforts continus déployés par l'Algérie pour renforcer ses partenariats internationaux dans le domaine de la protection du patrimoine culturel et reconnaître son expertise et ses contributions efficaces dans ce secteur stratégique.
L'actualité de ce samedi est dominée également par le conflit russo-ukrainien. Le ministère russe de la Défense a indiqué dans son dernier rapport qu'au cours de la semaine écoulée, ses forces avaient pris le contrôle de 8 villes, dont Seversk, dans la zone d'opération militaire spéciale. Moscou qui précise qu'en réponse aux attaques ukrainiennes contre les installations civiles en Russie, les forces armées russes ont lancé une attaque de grande envergure et 5 attaques coordonnées entre le 6 et 12 décembre. Les cibles comprennent des entreprises militaro-industrielles ukrainiennes et leurs installations énergétiques et de carburant associés, les infrastructures de transport, les aéroports, les ports utilisés pour les opérations militaires ukrainiennes, ainsi que les points de déploiement temporaire à des forces armées ukrainiennes et des mercenaires étrangers. Et au moins 2 personnes ont été tuées dans une attaque de drone dans la région de Saratov, dans le sud-ouest de la Russie. Et certaines régions d'Ukraine ont été privées d'électricité à la suite d'attaques ciblées contre des infrastructures énergétiques. C'est ce qu'ont indiqué ce samedi les autorités locales. Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir abattu 41 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe durant la nuit. Une présumée attaque russe contre Mykolaïv en Ukraine a fait au moins 5 blessés. C'est ce qu'a déclaré le gouverneur local Vitaly Kim sur Telegram ce samedi. Les images diffusées par les services d'urgence de l'État montrent des bâtiments endommagés, des pompiers en train d'éteindre les incendies et des secouristes soignant des résidents blessés après l'attaque. La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia a été temporairement privée d'alimentation électrique externe pour la 12e fois depuis le début du conflit en raison d'activités militaires affectant le réseau électrique. C'est ce qu'a déclaré ce samedi l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les 2 lignes électriques sont désormais rétablies, indique l'AIEA. La centrale nucléaire n'est pas en fonctionnement mais nécessite une alimentation électrique constante pour maintenir ses réacteurs à une température basse. Elle est équipée de générateurs de secours qui fonctionnent lorsqu'elle est déconnectée du réseau électrique selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan met en garde contre la transformation de la mer Noire en zone de confrontation entre la Russie et l'Ukraine, après plusieurs frappes ces dernières semaines, notamment contre un navire turc vendredi. Rappelons qu'un navire turc avait donc été endommagé vendredi dans une frappe aérienne présumée russe près de la ville portuaire ukrainienne d'Odessa sur la mer Noire, a annoncé donc son armateur et Kiev. La mer Noire ne doit pas être considérée comme une zone de confrontation. Cela ne profiterait ni à la Russie ni à l'Ukraine. Tout le monde a besoin d'une navigation sécurisée en mer Noire. Le président turc a annoncé avoir principalement discuté de la guerre et des efforts de paix avec Vladimir Poutine. Comme tous les autres acteurs, Poutine sait très bien où se situe la Turquie sur cette question. Après la rencontre avec le président russe, nous espérons avoir l'occasion de discuter également du plan de paix avec le président américain Trump. Et toute autre chose à présent, le Cambodge a suspendu tous les passages frontaliers avec la Thaïlande ce samedi, alors que les 2 pays voisins d'Asie du Sud-Est poursuivent leurs hostilités. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur du Cambodge, dans un communiqué donc, je cite, le gouvernement royal du Cambodge a décidé de suspendre tous les mouvements d'entrée et de sortie à tous les points de passage de la frontière Cambodge-Thaïlande avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre. Fin de citation. Des dizaines de milliers d'habitants ont fui leur foyer dans les localités situées le long de la frontière thaïlando-cambodgienne, alors que de violents affrontements transformaient des villes animées en zones désertées avant qu'un cessez-le-feu ne soit annoncé ultérieurement par voie diplomatique. Des dizaines de milliers de personnes ont donc été déplacées des zones proches des combats, certaines ne pouvant y retourner que brièvement et dans des conditions dangereuses pour s'occuper de leurs animaux ou vérifier leurs biens. La Thaïlande et le Cambodge qui ont convenu de cesser tous les tirs à compter de vendredi, affirme le président américain Donald Trump après les appels avec les dirigeants des 2 pays pour tenter de sauver le cessez-le-feu qu'il avait négocié
Plus tôt cette année, après une 5e journée de combat, Trump qui déclare avoir parlé au Premier ministre thaïlandais et au Premier ministre cambodgien. Depuis le 8 décembre, le Cambodge et la Thaïlande ont tiré des roquettes et de l'artillerie en plusieurs points le long de leurs frontières contestées de 817 km dans certains des combats les plus violents depuis un affrontement de 5 jours en juillet que Trump a arrêté en appelant les deux dirigeants à mettre fin à leur pire conflit de l'histoire récente. Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères a annoncé ce samedi être déçu par la publication du président américain Donald Trump concernant le conflit frontalier en cours avec le Cambodge, notamment par sa qualification d'accident de la route pour des incidents présumés liés aux mines terrestres. Le dirigeant thaïlandais a juré de poursuivre les combats à la frontière contestée avec le Cambodge, tandis que des avions de chasse ont frappé des cibles samedi. Nous regrettons et sommes déçus que certaines des remarques du président Trump aient un impact sur le sentiment du peuple thaïlandais, de la Thaïlande, car nous nous considérons et nous sommes fiers d'être le plus ancien allié des États-Unis dans la région, lié par un traité. De plus, nous sommes également un allié non membre de l'OTAN. Et vous savez, nous avons toujours œuvré ensemble par le passé pour des causes communes de paix et de stabilité dans la région. À 19h26, on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.